Bon, bonjour Bernard, bonjour à tous, merci de votre accueil, merci de cette tribune qui me fait extrêmement plaisir avec ce que j'ai déjà entendu préalablement, puisque très rapidement, alors je serai très caricatural, comme d'ailleurs c'est un petit peu mon habitude, vu le temps qui est imparti, mais on l'a entendu dans la salle, la première question c'est à quoi sert l'évaluation. Et le travail que nous avons fait dans ce groupe à l'AFNOR, qui me tenait à cœur, comme je vous le dis, parce qu'à l'AFDEC, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet, c'est à quoi sert l'évaluation. Et encore tout à l'heure, j'ai entendu, ça sert à mesurer. Ah oui, ça sert à mesurer, mais non, non, non. C'est pas ce à quoi ça sert. Ça, mesurer, c'est ce que ça fait. Donc, mesurer un résultat. Le problème, la question a été posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de ce résultat? Et donc, toute la première partie du travail que nous avons eu dans ce groupe sur l'évaluation, c'était de poser la question, c'est à quoi ça sert? Et donc, quand on se pose la question du à quoi ça sert, tout à l'heure, on a parlé des styles d'évaluation, et en particulier l'évaluation de satisfaction, qui au passage d'ailleurs est toujours un peu surprenante puisque nous sommes devenus le seul et dernier métier où on pose systématiquement la question à tous les clients à la fin s'ils ont été contents. Belle preuve de non-qualité puisque par principe normalement le client devrait être content. D'où évidemment nous expliquons toujours aux organismes de formation comment captent-ils les insatisfactions et traite-t-il les insatisfactions? Et c'est aussi ce qui a piloté notre norme, c'est de dire ce qui est important dans l'amélioration de la qualité, c'est pas de savoir ce qui va bien, c'est de savoir ce qui ne va pas bien. Et donc faites-nous la preuve que vous êtes à l'écoute de ce qui ne va pas bien. Et ça c'est extrêmement important parce que quand on travaille par exemple chez Orange, on vous fait des très belles enquêtes de satisfaction, mais derrière il n'y a jamais aucun traitement qui permette d'améliorer la qualité et je vais en parler dans quelques instants. Alors, parce que en fait, évaluer la formation, on va le voir, c'est aussi évaluer les services d'une façon générale. Sauf que nous avons quelques particularités. Alors, cette norme, elle s'appelle la norme 768. Elle veut donc plusieurs choses. D'abord, rendre lisible l'évaluation du processus de formation professionnelle. J'y reviendrai dans quelques instants. On parle bien de la formation professionnelle et ce que Sandra a dit tout à l'heure m'a beaucoup touché. On va peut-être enfin sortir de l'organisme de formation pour prendre conscience que la formation n'est pas l'action de formation. Deuxième chose, éviter les usines à gaz. Alors là, l'évaluation, oui, alors là, on en parle pour le coup partout, dans la loi, bien sûr, Cyril, mais on en parle absolument partout. Alors les conseils régionaux, les politiques publiques, les organismes de formation, les grandes entreprises, qui, au passage d'ailleurs, pour travailler dans le monde de l'entreprise, posent essentiellement la question à leurs collaborateurs quand ils rentrent de formation, est-ce que ça s'est bien passé? Seule et unique question qui est posée par l'entreprise. Donc quand on parle de l'évaluation des acquis, je veux bien, mais dans la réalité, il faut encore poser la question de à quoi sert la formation, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais content qu'on prenne enfin en compte le fait que la formation, c'est autre chose que l'action de formation. Et à quoi conduit-elle? D'ailleurs, au passage, si la formation conduisait à l'emploi, ça se saurait. Il faut encore qu'il y ait de l'emploi pour que ça serve à quelque chose. Et si on devait conduire qu'à l'emploi, il n'y aurait plus de formation. Donc attention aux paradoxes, hein. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on voulait donner un cadre de négociation autour de cette évaluation. Ah oui, on est en train de nous en mettre de tous les côtés. Ce cadre à l'évaluation, on a rajouté quand même éthique. Parce qu'il nous semble que dans l'évaluation, Cyril le soulignait, c'est bien que les gens sachent sur quoi ils sont évalués, comment ils sont évalués. Bah oui, bah nous aussi, organismes de formation ou prestataires ou donneurs d'ordre, on veut savoir comment ça va se passer. Apporter une méthodologie de réflexion dans la construction d'un système d'évaluation, Bernard l'a dit, il y a eu des tonnes d'ouvrages et on nous a bien attiré l'attention au départ. Ne réécrivez pas évidemment un livre de docimologie ou de contexte de l'évaluation ou choses comme ça. Donc cette norme, vous risquez d'être déçus car elle ne vous dira pas justement comment mesurer les acquis, c'est pas son objectif. Elle ne vous dira pas quelles sont les bonnes questions à poser, ça n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'être un outil méthodologique. Enfin, c'est fixer des exigences qui permettent de rendre pertinente une évaluation. Et je tiens à cela, puisque la première diapo, c'était à quoi ça sert. Eh bien, l'idée, ça va être de travailler sur la pertinence de l'évaluation et donc de donner de la lisibilité aux résultats de la formation. Et on a parlé des politiques publiques, on s'y est évidemment attaché dans cette norme. Alors, on a d'abord travaillé sur le périmètre de l'évaluation. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que je buvais du petit lait tout à l'heure. Parce que voilà, on a dit stop, la norme n'est pas faite pour évaluer l'action de formation. Alors, si des organismes ne savent pas mesurer les acquis, on en est désolé pour eux. Parce qu'il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on a travaillé là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire que la formation n'est pas l'action de formation. L'action, c'est quelque chose qui part des réalités territoriales, des besoins de l'entreprise, du territoire, etc. et qui va arriver au bout, au travail, à l'emploi, à une reconnaissance sociale. Et tout à l'heure, Sandra l'a bien dit, c'est une politique sociale qu'on évalue. Elle est très globale.
dans lequel il y a un bon nombre d'acteurs, puisqu'on va parler de la construction du projet, des bilans d'aptitude, de l'orientation, qui est bien à la mode aujourd'hui, des politiques d'évaluation de prérequis, des VAE, etc. L'organisme de formation étant finalement d'ailleurs une petite entité dans ce grand processus qui est la formation, et qui évidemment peut faire l'objet de ses propres évaluations. Mais on le verra, dans la formation, l'organisme de formation n'est pas le seul objet de la formation. L'autre chose après que nous avons dit, c'est qu'il faut travailler sur les champs de l'évaluation. Par exemple, combien de fois j'ai vu dans les évaluations, ce stage a-t-il répondu à vos attentes? Comme si cette question pouvait évaluer la qualité d'une formation. Mais non. Non, non, même au niveau de l'évaluation de satisfaction, on se trompe de champ. Quand on pose cette question-là, c'est est-ce que vous avez été bien orienté? Parce que si vous avez été bien orienté, la formation est censée répondre à vos attentes. Donc là, on a redéfini les champs. Et alors là, je vais revenir quand même avec un petit pic à Cyril, parce qu'on a parlé de l'évaluation des acquis. Nous avons essayé aussi d'élargir un tout petit peu en disant attention à ce que la formation ne soit pas cantonnée, comme l'éducation nationale, uniquement au transfert de connaissances. Et donc le risque que l'on a avec les acquis, c'est de quels acquis parle-t-on? Et donc ici, nous avons défini plusieurs choses. D'abord, le fait qu'il y avait des mesures sur l'individu et sur les processus. Et donc sur l'individu, nous avons identifié tous ces temps de l'évaluation. C'est-à-dire à la fois les compétences initiales et les aptitudes. Au passage d'ailleurs, comme on est français, on détourne les mots, puisque les bilans de compétences sont en réalité des bilans d'aptitudes. Nous parlons après des prérequis. Nous parlons des acquis, bien entendu, mais les acquis étant une étape vers la compétence, sachant qu'après, on parle de l'évolution constatée de la compétence. Or, si nous voulons faire évoluer la formation, il faut aussi que nous sachions considérer qu'une formation fait évoluer non pas le niveau des acquis, c'est-à-dire des connaissances, mais le niveau de développement de la compétence. Et donc, il faut passer, ce que nous disons dans la norme, aussi sur des modes photographiques, où on peut assister à des régressions de compétences et à des progressions de compétences. Donc, si on considère que la formation professionnelle consiste à rendre quelqu'un plus compétent en situation professionnelle, il faut aussi prendre en compte des systèmes de mesure qui ne sont pas forcément des QCM, qui ne sont pas forcément des examens, etc., qui vont prendre d'autres modèles beaucoup plus qualitatifs. Sur l'aspect des processus, nous avons donc la pertinence de l'orientation, nous avons la pertinence pédagogique, la pertinence des compétences managériales. Celle-là est très intéressante parce que quand on parle de l'évaluation, on parle d'une arlésienne. Nous, comme on dit, on la connaît bien. Sauf que dès qu'on arrive au troisième point, pertinence des compétences managériales, on nous dit oui, bon, finalement, on va faire une évaluation de satisfaction, on va arrêter là. Parce que c'est bien là la problématique, c'est que l'usage de la formation est extrêmement lié à la mise en œuvre de cette formation, puisque moi j'ai souvent l'habitude de dire que les acquis, c'est un peu l'inverse des piles Vondaire, ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Ce qui fait qu'au bout de quelques temps, on vous dit, oh, d'une formation, il ne reste que 15% de ce qu'on a appris. Ce qui fait que depuis, moi je ne fais plus que 15% de mes formations, ça va beaucoup mieux, et ça coûte moins cher à l'État. Après, nous avons évidemment les conformités, donc c'est un autre niveau. Est-ce que nous avons été conformes dans le processus? Et puis nous avons enfin, alors là nous on l'a mis au dernier niveau, la satisfaction. Oui, ok, bon, il faut qu'il soit content tant qu'à faire. Mais on le verra aussi, nous avons traité cette satisfaction d'une façon particulière. Et puis au final c'est l'analyse de l'économie du processus. C'est ce que nous disait Sandra, et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut se poser la question des fois où quand on en est à bloquer des financements de la formation à 17 € de l'heure, il vaut mieux vendre des stages de 700 heures que de faire quelque chose d'efficace en 120 heures, qui coûterait par exemple 80 ou 90 € de l'heure. On peut se poser la question, on est aujourd'hui dans une analyse du prix, on n'est pas dans une analyse du coût, et c'est extrêmement dommageable évidemment. Parce qu'on ne sait pas rendre lisible l'opération. Donc l'évaluation, évidemment, prend du sens, parce que si on la rendait lisible, on pourrait rendre lisible l'utilisation des financements. Dans les exigences, je passe très vite, on rappelle les temps, les conditions de l'évaluation, les unités de mesure, l'étalonnage. Ben oui, parce qu'on a un peu tendance à mesurer des fraises en les comparant à des poires, parce que quand on mesure même de la satisfaction sur des populations qui ne sont pas identiques, dans des stages qui ne sont pas identiques, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, surtout quand ces stagiaires ne sont pas forcément demandeurs. Donc si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. Donc quand la loi nous disait à un moment donné, ou nous laissait entendre qu'il allait falloir laisser le stagiaire évaluer la prestation de formation, on s'est pris quand même un petit peu d'inquiétude en disant qu'il ne faudrait pas qu'il puisse dire n'importe quoi. Donc il va falloir aussi le cadrer. Les responsabilités et l'éthique, j'en ai parlé tout à l'heure, recueil et traitement, donc la façon dont on traite l'information, et là ça touche à ce que vous disiez, ce que tu disais Cyril, sur la façon dont on va évaluer la personne, et puis ensuite donc les concepts. Alors les concepts, là on a fait quelque chose d'assez original, c'est de dire voilà,
arrêtons les usines à gaz, et donc il faut différencier la notion de l'évaluation d'alerte, l'évaluation synthétique. Vous parliez d'évaluation de satisfaction, eh bien attendez, c'est pas la peine de poser 50 questions. Vous êtes content là de la journée, là, ça s'est bien passé, Jacques, tout va bien? Ouais, ok, bon, bah c'est bien. Maintenant, s'il répond non, ah, là, ça m'intéresse. Et donc, si vous voulez, le premier niveau qui est urgent, c'est de savoir, comme le fait tout bon pédagogue, si dans la salle tout se passe bien, tout le monde est content. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, il y a un deuxième niveau qui va s'appeler l'évaluation de diagnostic. C'est-à-dire que là, il faut avoir préparé un autre registre qui va permettre d'aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant l'évaluation synthétique et d'alerte doit être instantanée, et donc il faut qu'elle soit limitée à une ou deux questions, autant l'évaluation de diagnostic peut être off, c'est-à-dire un petit peu plus tard. Et elle, par contre, a besoin de beaucoup de questions. Donc il est absolument stupide, par exemple, de dire est-ce que le formateur est bon, parce que ça, c'est un jugement de valeur absolument insupportable. Par contre, on peut poser 10-15 questions comme est-ce qu'il écoute vos questions, est-ce qu'il a pris en compte vos demandes, est-ce qu'il apporte des réponses, est-ce qu'il facilite les échanges, etc., etc. Donc on peut catégoriser les questions, et comme je le dis souvent, il va falloir rendre le plus objectif possible un jugement de valeur. Hein, l'évaluation, c'est ça, c'est un jugement de valeur qu'il faut rendre le plus objectif possible. Donc ce que nous apportons, c'est cette notion. Nous apportons aussi une méthodologie de conception, préparation, approche méthodologique. Donc là, je vous renvoie à la norme, vous irez regarder, mais elle est relativement simple. Hein, et elle part quand même tout en haut de la décision à prendre. C'est la question qui était posée tout à l'heure. Avant de poser une multitude de critères, c'est ça va me servir à quoi? Quel type de décision je veux prendre? Et à partir de ce moment-là, on peut enchaîner sur les autorités, l'évaluation synthétique, le diagnostic, etc. Donc après, on a donné quelques spécifications, comme je le disais, sur l'évaluation de satisfaction, les objectifs pédagogiques, car oui, Cyril, bien évidemment, il serait inacceptable qu'on passe à côté, et d'ailleurs, tout organisme de qualité se doit impérativement, d'une façon ou d'une autre, d'évaluer les objectifs pédagogiques, ce qui paraît surprenant pour certains organismes, pourtant c'est quand même assez naturel. Enfin, l'évaluation de compétences, que nous distinguons bien, et donc l'évaluation progressive de la compétence. Alors justement, dernier point, nous avons aussi apporté l'idée de l'analyse progressive. L'analyse progressive, c'est quoi? C'est d'essayer de structurer des systèmes d'évaluation et de faire parler les acteurs entre eux. Donc en deux mots, c'est une méthodologie qui doit éviter de mettre en place des systèmes qui cherchent à tout mesurer, puisqu'on l'a vu, il faut avoir des finalités. C'est de traiter une masse de données inexploitables, faute d'avoir de bonnes logiques d'information. Donc ça, c'est très très important parce que le nombre d'éléments statistiques que nous voyons sur l'évaluation qui sortent, et quand on les regarde, on dit oui, et alors bon, ça s'arrête là, mais qui va nous permettre de faciliter l'identification de ces données nécessaires en fonction du type d'usage, d'organiser le système entre les différents acteurs, très important, et puis de créer ce dialogue entre les partenaires. Car là aussi, c'est quelque chose sur lequel nous insistons, on parlait de l'éthique, mais on va aller un petit peu au-delà, c'est qu'il faut arrêter, en France en particulier, puisqu'on demandait est-ce qu'en France c'est différent? Oui, la France est différente à ce sujet-là, en particulier sur la vision de l'évaluation, qui est vue comme quelque chose de punitif, de sanction. Et donc, nous essayons à travers la norme de rappeler que s'il y a évaluation, ça ne devrait être que pour construire dans un partenariat quelque chose de meilleur. Et si l'éducation nationale, d'ailleurs, appliquait ça avec mes enfants, ce serait pas mal aussi. Voilà, donc nous insistons sur ce dialogue constructif. Enfin, dans l'organisation, 5 thèmes qui sont déployés eux-mêmes en 4 phases, je vous montrerai quelques exemples. Et dans ces 5 thèmes, nous avons la pertinence de la formation, la satisfaction du stagiaire, on verra comment, la qualité de la formation, l'économie de l'organisme de formation, parce qu'il ne faudrait pas faire des formations sur lesquelles on perd à chaque fois, et enfin, l'ambition politique. Et tout ça en interaction. Et donc, chacun de ces thèmes, je vous montre rapidement comment ça se dérive, voilà, et à chaque fois, il y a 4 phases. Mais si vous prenez celle-là, par exemple, l'idée de valider la pertinence d'une formation, c'est quoi? C'est de commencer par valider la compétence. On est compétent ou on n'est pas compétent? Si c'est non, ça va amener à une deuxième question, qui est celle qui fâche. Est-ce qu'il y a eu accompagnement au poste de travail? Vous voyez que le deuxième niveau, là, par exemple, ce n'est pas la qualité même de l'action de formation. Hein, c'est l'accompagnement au poste de travail. Après, c'est la pertinence de l'orientation. Après, c'est la validation des acquis en fin de formation.
Si on prend la satisfaction du stagiaire, celle-là, elle est pas mal aussi, parce qu'au lieu de lui dire est-ce que vous êtes content, c'est de commencer aussi par lui dire faire reconnaître une nouvelle compétence. Est-ce que vous avez pu faire reconnaître? Donc est-ce que vous avez pu être valorisé? Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire j'ai eu une augmentation de salaire, mais est-ce que quelque part, votre valorisation a existé ou pas derrière cette formation? Sinon, c'est le niveau d'implication dans le projet, c'est-à-dire si vous n'êtes pas content, est-ce que vous-même aviez été impliqué dans le projet? Donc vous voyez, l'analyse de la satisfaction ne renvoie pas forcément que à l'organisme de formation. Valider la pertinence d'un financement pour un OPCA, pour une région, pour une entreprise, un responsable formation, là encore, c'est lié à l'atteinte des résultats de la politique ou de la stratégie, l'impact des prestataires, etc. Je vous renvoie au document, hein, c'est les schémas qui sont exactement dans la norme, hein, c'est juste pour vous montrer comment ils sont faits. La qualité de la formation, et puis donc valider une prestation, l'économie de l'OF, c'est-à-dire est-ce que l'OF justement est bien en phase avec ce qu'attend son marché, l'ambition des entreprises, etc. Voilà, je vous invite donc à prendre en note le fait que si dans Google vous tapez AFNOR, norme, enquête publique, NF 50 768, ça paraît un peu long, mais c'est assez facile, retenez NF X50 768. En ce moment, elle est en téléchargement gratuite, puisqu'elle est en enquête, donc je vous invite évidemment à la télécharger, à la lire et à la commenter. Merci. Merci Hubert. Donc à travers ces regards différents, peut-être 2 ou 3 questions pour Cyril et Hubert. Alors, moi je souhaite revenir à Cyril par rapport à la notion d'évaluation des acquis de la formation. Je suis adhérent à la fédération, j'ai fait partie de ceux qui ont demandé à ce qu'on écrive à la DGEFP pour qu'on obtienne la réponse que vous avez commentée en souriant tout à l'heure. Alors, ok. Sur cette évaluation des acquis de la formation, selon vous, que dit la loi sur sa temporalité? Est-ce qu'elle doit être faite à l'issue, à la fin de la formation, ou est-ce qu'il y a un délai? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Non, la loi, elle dit rien. Elle dit qu'il faut évaluer. Hein, évaluer les acquis. Après, c'est à nous. Elle dit que la responsabilité en incombe à l'organisme, enfin, au dispensateur de formation. Donc, on est dans l'ingénierie pédagogique de savoir quel système je mets en place. Est-ce que je fais à l'issue de la formation? Moi, j'ai dit, bon, je fais des formations de très courte durée en droit. Donc déjà, bien cibler les objectifs, hein, c'est-à-dire maîtriser la TVA intracommunautaire en 7 heures, pas possible. Bon, donc on fixe des objectifs, et puis après on voit, par un contrôle des connaissances, je fais des questionnaires d'autopositionnement, hein, en début, donc c'est pas très compliqué, et puis à la fin, voilà, et puis on voit si les gens ont appris des choses. Et à quel moment vous remettez l'attestation de fin de formation qui comprend les résultats de ces acquis de la formation? Alors ça, c'est une autre question. Je vais vous dire, je prends un risque. Sur ces formations, je ne le mets pas. Voilà. Je ne le mets pas. Je vais vous dire, on en a discuté, hein, y compris à la FFP, donc là, moi j'ai une position très personnelle, vous dire, mais il ne sait pas ce qu'il dit, il dit tout et son contraire. Non. La question vous êtes humain. Voilà, la question qui s'est posée... Comment ? Vous êtes humain. En même temps, chair et d'os, et de sang. Voilà, la posture que j'ai, je dis qu'il faut évaluer les acquis de l'action de formation, qui est mais pour l'apprenant, pas pour moi. Moi qui vous êtes arrivé ce matin, je vous connaissais pas, et en fin de journée, je vais vous dire t'es bon, t'es pas bon. Donc je dis non. Donc je ne respecte pas la loi de ce point de vue-là. J'assume l'amende pénale de 4 500 € et j'irai plaider devant le tribunal correctionnel. Si je peux me permettre, Cyril, alors on est évidemment sur un débat auquel on est sensible. On insiste d'ailleurs dans la norme là-dessus sur la notion de l'auto-évaluation. On considère que l'auto-évaluation est une chose possible à partir du moment où justement qualitativement ça va obliger à rendre très lisibles les objectifs pédagogiques et ça va rendre acteur le bénéficiaire dans justement la compréhension et la validation de sa formation. Nous, à titre personnel, lorsqu'on accompagne des organismes, on leur conseille de revenir au bon vieux papier autocarboné, dans la mesure du possible, avec la liste des objectifs et avec un système d'auto-évaluation qui va permettre donc aux stagiaires de se positionner et de dire où il en est.
Hein. Alors je dis juste comme ça au passage, attention à l'acquis, non acquis en cours d'acquisition, parce qu'ils vont tous se positionner en cours d'acquisition, hein, donc faites attention juste à ça. Mais globalement, voilà, nous on considère que si on veut vraiment avoir une sanction à la fin, et on y tient, on essaye de rendre au moins le stagiaire acteur sur de l'auto-évaluation. C'est ça, c'est ce que je fais. Et puis sur l'attestation, je le montrerai, ben voilà, j'ai marqué, je mets questionnaire d'auto-positionnement. Je l'appelle comme ça. Alors, il y avait juste une autre chose. Ouais. Excuse-moi là-dessus, c'est que la DGEFP, qui était dans le groupe évaluation, était bien embêtée parce qu'elle rappelait quand même que normalement, c'était pour porter au passeport formation des individus et que ça supposait aussi normalement une validation par l'entreprise. Voilà, je rappelle ça parce que juridiquement, justement, par rapport à ça, c'est pas gagné. Oui. Autre chose, je voulais, parce qu'on a échangé au sein de la FFP là-dessus, c'est de savoir qui est destinataire de cette information. Et là, alors là, la loi, elle est, hein, je peux rappeler, c'est remise aux stagiaires. Donc si l'employeur exige, là je le dis parce que dans la contractualisation, c'est quand même des choses qui peuvent être un peu tendues. Si l'employeur dit, vous me remettez les résultats des évaluations, moi je dis non. Alors, il faut distinguer là aussi ce qui est formation de courte durée qui ne débouche pas sur une certification, diplôme, qualification, parce que là on a un jury. Donc c'est pas la personne qui forme, elle peut pas être dans la posture de celui qui juge, enfin qui évalue. Donc quand il y a un jury, bah, j'ai le diplôme, j'ai mon diplôme ou je l'ai pas. Donc ça, forcément, je vais le faire savoir. Mais je fais une formation de 2 jours, une formation juridique. Et je vais dire à la fin, oui, c'est un bon fiscaliste, c'est un bon avocat en droit social. Non. Par contre, la personne dira voilà, parce que d'abord on ne les connaît pas, on ne sait pas quel est, même si on met des prérequis, on essaie d'être exigeant là-dessus. Ça s'adresse à des personnes qui ont une expérience 10 ans d'expérience dans un service RH, dans une direction juridique, qui ont un bac plus. Bon, mais les gens quand ils arrivent en formation, quand on est dans l'offre de formation, ils ne sont pas tous au même niveau. Donc je ne peux pas me permettre de dire il est bon, il n'est pas bon. Par contre, le questionnaire ou l'auto-évaluation, c'est bien. Ça ne crée pas de stress parce que on n'est pas évalués les uns par rapport aux autres, voilà. Et donc je le dis, hein, j'espère qu'il n'y a personne de la directe. Bon, moi je mets pas, s'il y a quelqu'un dans la directe, hein, je mets pas sur mes attestations qui sont très belles les résultats des acquis de la formation, voilà. Merci. Autre question. Encore oui, une. Monsieur Parlant, pour la FOAD, comment vous appréhendez cette notion d'évaluation et d'acquis, de mesure des acquis Pour moi, le processus pédagogique mis en œuvre, qu'il soit en présentiel, à distance, synchrone, asynchrone, ne modifie pas la question de l'évaluation. Hubert parlait de ses enfants, je parlais des miens. Hein. Vous avez des devoirs à la maison, puis t'as papa, pas souvent, plus souvent maman, qui aide. Bon, est-ce que c'est voilà. Et si je suis sur table, ben je suis tout seul face à ma feuille blanche. Donc le fait que ce soit à distance ou pas, non. Je crois que là, moi, je m'interroge. Mon métier, c'est d'être avocat. Accessoirement, je suis formateur. De temps en temps, je dis quelques petites compétences pédagogiques. Mais je me pose fondamentalement, et je me pose aux avocats qui interviennent chez nous, cette question de comment vous... Voilà. Et tant qu'ils n'ont pas répondu, qu'ils ne m'ont pas proposé un système qui évalue de manière pertinente le petit bout, les 15% qui restent, et 15% c'est parce que c'est un bon, hein, parce que normalement c'est que 10%. Et voilà, qu'est-ce que, à l'issue de la journée, hein, moi je suis sur des compétences, des connaissances en droit, c'est plus facile que des compétences, mais précisément sur des compétences notamment managériales, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient appris et comment vous vérifiez que ce que vous avez parlé pendant 7 heures, qu'ils ont retenu. Voilà. Après, oui, à distance, bah, ça sera, faudra l'adapter, mais ça ne change pas la nature du problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si j'ai contourné. Non, ça répond. Ok, en termes d'exigence par rapport une dernière à la loi, question sur ce sujet. De la même façon. Pardon, une dernière question sur ce sujet, et puis on pourra revenir sur ces points-là à la lumière des témoignages qui seront présentés. J'espère.
Là, c'était aux juristes, à l'avocat, par rapport à la responsabilité, effectivement, au niveau de l'évaluation. Je comprends bien qu'on peut effectivement s'en tirer en donnant une évaluation, en renvoyant finalement à l'auto-évaluation de l'individu. Pour autant, une entreprise, quand elle va mandater un organisme pour former à telle compétence ou à telle connaissance, on peut penser, par exemple, un radiologue à l'utilisation de machines pour le réglage. Quelle est la responsabilité? L'organisme attestera qu'il a acquis la compétence à utiliser telle machine en radiologie. Il y a un problème derrière au niveau juridique. Qui a la responsabilité par rapport à ça? Jusqu'où ça peut aller en termes de responsabilité? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre en quelques mots à cette question de la responsabilité de l'OF. Ça n'est pas, c'est une profession. Comme je dis, la profession de formateur n'est pas une profession réglementée, comme celle des avocats. Donc nous avons une profession réglementée au-dessus de responsabilité professionnelle. Là, on est au niveau de la responsabilité contractuelle. La seule responsabilité du co-contractant, c'est de délivrer sa prestation. Il n'a pas d'obligation de suite derrière. Donc l'OF ne peut pas, a priori, sauf s'il a faussement délivré une habilitation. Mais ça, c'est les tribunaux trancheront ou Hubert. Non, juste puisque Bernard demandait comment ça se passe ailleurs, juste pour dire par exemple qu'aux États-Unis où le bénéficiaire en fait est souvent l'acheteur de sa propre formation, là il n'hésite pas à attaquer l'organisme de formation lorsqu'il a le sentiment qu'il n'a pas obtenu la compétence nécessaire. Voilà. Oui. Donc ça dépend vraiment des pays. Cyril. Oui. Pierre-Alain. Consommateur. Alors, pardon, je rebondis sur ce que vient de dire Hubert, parce que là aussi, dans le Code du travail, on traite différemment le co-contractant selon qu'il est une entreprise ou selon que c'est une personne physique. Il y a des dispositions particulières où, effectivement, là, on peut... Mais on est sur le champ de la responsabilité contractuelle. Voilà. C'est pas une responsabilité professionnelle, c'est une responsabilité... Je suis désolé, je ne veux pas faire de cours de droit, mais voilà. C'est important de dire, juste un complément sur ce que tu dis, Cyril. Sur les actions d'activité sécuritaire, l'organisme de formation, malgré tout, en cas d'accident, doit prouver l'activité qu'il a faite, doit prouver l'évaluation qu'il a faite, et que l'activité qui a causé l'accident a bien été réalisée dans la formation. Sinon, l'organisme de formation peut être poursuivi. Oui, donc il faut le savoir. Là, il y a une particularité, une réglementation particulière. C'est une responsabilité professionnelle et qui est aussi contractuelle. Ok, une dernière question? Oui, bonjour, Jean-Philippe Taïeb, responsable du centre Naxis et Accendo. Moi, ça rejoint un petit peu sur la responsabilité de l'organisme de formation en matière de transmission des évaluations auprès des responsables formation. Ou que ce soit dans le cadre des actions collectives ou autres, on fait des synthèses nominatives. Et pour la petite histoire, on a formé la CNIL. Et lorsqu'on leur a remis les questionnaires à chaud d'évaluation en fin de formation, manque de bol, on formule le service juridique de la CNIL, et on a été confronté à un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il faut déclarer auprès de la CNIL le traitement des données issues des évaluations? Est-ce qu'il faut prévenir les stagiaires sur ce que l'on fait de ces évaluations? Comment on traite ces données-là? Et du coup, voilà, notre part de responsabilité et qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'information auprès des stagiaires et auprès des responsables formation. Donc, vous avez presque les réponses dans votre question. Ouais. De toute façon, voilà, j'ai fait le lien entre le livre 1, donc c'est le traitement des relations individuelles de travail. S'il y a des systèmes d'évaluation qui sont mis en place, ils doivent être portés à la connaissance. Donc, pour aller plus loin dans ce que je disais tout à l'heure, si l'employeur vous demande les résultats de l'évaluation, est-ce que vous avez rempli les obligations fixées par l'article L 1225, je ne sais plus combien, je les ai oubliés. Donc est-ce que vous avez consulté le CE, etc. Est-ce que vous avez fait vos déclarations CNIL et tout? Mais alors les déclarations CNIL, moi je ne suis pas un spécialiste de la CNIL, mais dès lors qu'on commence à manipuler des données individuelles, le résultat d'une évaluation, il faut faire des déclarations CNIL.